On l'aimait, fait qu'on a décidé qu'on allait l'avoir tous les jours. On est de même, Karima puis moi. Louis Hamane va être avec nous tous les jours pour parler de l'international, de ce qui se passe, parce que le Québec, c'est bien beau, mais il y a des affaires qui se passent dans le monde. Bienvenue avec nous, là. Ben, ça fait plaisir. Rémi Villemur, Karima Brick. Oui, ça va être amusant pendant les... Tu viens d'où? T'es qui, toi? Tu viens d'où? T'es qui, toi? Écoute, moi, j'ai fait beaucoup de politique, moi, dans ma vie. J'ai quitté le cabinet de M. Champagne, moi, l'été dernier. J'avais fait un bout de chemin avec lui alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Industrie par la suite. J'ai fait un petit bout également avec lui à Finance. Et auparavant, moi, j'ai fait de la diplomatie. J'ai travaillé dans plusieurs délégations du Québec, un peu partout à travers le monde. J'ai dirigé le bureau de Washington, j'ai dirigé le bureau de Sao Paulo au Brésil. J'ai travaillé à la délégation à Paris, à New York également. Et au préalable, j'ai été journaliste dans une ancienne vie. J'ai travaillé pour un de vos concurrents que je n'aimerais pas pendant une douzaine d'années. Alors, on a des concurrents? Ouais. Je savais pas. Et donc, c'est un peu un retour, si tu veux, là, aux sources en venant me joindre à vous là, comme ça. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense que, comme tu le dis, Rémi, il y a tellement de sujets des fois qui sont hors radar, mais qui sont importants, qui reviennent à quelque part à un moment donné, là, font boomerang, puis ça revient au Canada ou le contraire. Alors moi, je pense que c'est important des fois d'élargir un peu la lentille, puis aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, mieux comprendre les choses, puis mettre ça un peu dans une perspective québécoise. Oui, et en plus, tu le mentionnais, on est dans une période extrêmement riche dans cette actualité, particulièrement qui nous concerne en lien avec les États-Unis. Évidemment, ça a toujours été, c'est nos voisins, donc on a cette relation privilégiée, mais elle est un petit peu malmenée en ce moment. On va en parler, mais il y a, comme tu dis, d'autres ressorts. C'est important aussi de mettre la lumière un peu là-dessus. Je veux quand même qu'on parle de cette, je veux dire, la cérémonie finalement, le fameux pont Gordie Howe, puis les États-Unis qui ont été exclus, des invités, parce que ça crée quand même toute une saga. Revenons sur cette histoire-là. Ben moi, je trouve ça un peu désolant, cette histoire-là, parce que ce qui devrait essentiellement illustrer l'amitié canado-américaine, le fait que nos deux économies, sont parfaitement intégrées, qu'on est des alliés, des amis, des partenaires, eh bien, tout ça s'est soldé la semaine dernière par une image de discorde entre le Canada et les États-Unis. Donc, vous l'avez mentionné, Karima. Canada qui a désinvité essentiellement les États-Unis à la cérémonie d'inauguration de ce pont-là. Bon, le pont va ouvrir aujourd'hui, là, sans drapeau ni trompette, mais ça reste que c'est un peu désolant de voir ça. Puis ça montre aussi à quel point on est rendu avec les États-Unis, dans notre relation avec les États-Unis, là, parce que, pour plusieurs, ça ne veut pas dire grand-chose, y compris pour M. Trump. Là, le fait qu'on ait désinvité les Américains, je pense que lui, il s'en moque complètement. Oui, il a dit c'est correct, de toute façon, les Canadiens payent d'énormes droits de douane. Oui, mais je pense que ce que ça illustre aussi, c'est cette manie de la part de notre premier ministre de souvent reculer et faire des concessions devant un Donald Trump qui est de plus en plus menaçant. Alors là, cette dernière exemple-là en lice, alors moi, je pense que les Canadiens aussi regardent ça et se disent, bon, tu sais, oui, OK, c'est ouvert, on est content, mais... entre Windsor et Détroit. Entre Windsor et Détroit. Puis, tu sais, le pont Gordie Howe, là, ça s'invente pas, là, cette affaire-là. Tu sais, un joueur de hockey canadien qui a fait les belles années des Red Wings de Détroit aux États-Unis, là. Tu sais, encore une fois, le symbole est très, très fort. Mais bon, on en est là, on va voir. Puis moi, je le répétais encore en fin de semaine avec des gens avec qui je parlais, je disais, tu sais, c'est bien beau avoir un nouveau pont, puis bon, ça va aider avec la fluidité, évidemment, du transport de marchandises et tout ça. Mais encore faut-il que le commerce demeure libre entre les États-Unis et le Canada. Là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu peux avoir la meilleure ampoule au monde. Si ton marché cherche des néons, t'es pas dans le marché. Là. Alors, encore une fois, félicitations. Le pont est ouvert. C'est un très beau pont. Moi, j'y suis allé. Mais il faut régler le problème commercial là, avec les États-Unis pour que ça en vaille vraiment la peine. Écoute, ils disent qu'il y a 7000 camions qui pourraient franchir le pont à chaque jour. 7000. Ils parlent de 300 millions de dollars de marchandises transportées. Non, les statistiques sont débiles. L'an dernier, le pont ambassadeur, l'autre pont là, qu'on a voulu venir complémenter avec ce nouveau, 6,2 millions de traversées. Le nouveau pont va sauver 850 000 heures par année aux camionneurs. Là. Alors, c'est pas rien.
Mais encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, on parle de ce pont-là parce que c'est un point de discorde entre nos deux pays. Mais rappelle-nous le deal. C'est qui a payé? Puis ça... Parce que là, il y a un partage aussi des profits puis tout. Là. Ouais, puis ça, c'est un autre truc aussi, là, où M. Carney s'est un peu peinturé dans le coin, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout à fait été transparent. Alors, le deal original, Rémi, c'était très facile. Là. Le Canada a payé pour le pont au complet. Le deal original, qui avait d'ailleurs été négocié par M. Trump, je me rappelle, c'était de dire, ben une fois que le pont est terminé, là, le Canada pourra rembourser son investissement à même les payages. Et une fois qu'il se sera remboursé, ben là, on va diviser, si on veut, les revenus du payage entre les États-Unis, entre le Michigan et le Canada. Là, on a renversé ça. Trump a renégocié ça en disant non, là, on va renverser ça, c'est-à-dire que on va commencer les premières 15 ans à se diviser les revenus du payage, puis ensuite, vous pourrez récupérer votre investissement si vous voulez le Canada. Alors là, on est rendu vraiment très, 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 très loin. 1, et 2, c'était pas ça le deal. Troisièmement, et moi je le souligne toujours, si Donald Trump est capable de changer le deal une fois, peut le changer le deal encore une fois. Qui te dit pas, toi, que demain matin ou la semaine prochaine, lui, il va se réveiller un matin, il va dire « Ah, ben tu sais quoi, le deal du pont, là, finalement, je l'aime pas. Je vais rappeler mon bon buddy Mark Carney à Ottawa, puis on va te renégocier ça à nouveau. » Alors, encore une fois, ça illustre à quel point le président des États-Unis n'est pas quelqu'un qui est fiable quand on négocie de trucs comme ça. Et qu'on va devoir vivre avec ça encore, 940 quelques jours? Je pense qu'on est à 939 jours là, avant la fin de son mandat. T'es compte, toi? Mais ouais, c'est ça. Mais la promesse de Carney, c'était quand même, les fameux coudes en l'air, puis on se tient. Et je veux dire, les Canadiens l'ont quand même élu parce qu'il y avait ce fameux pedigree, grand banquier, il va être capable de négocier. Moi, j'ai l'impression, je comprends que c'est pas facile d'être dans ses chaussures en ce moment. Là. T'as le mastodonte à côté, puis ça, j'entends, là, c'est complexe, mais quand même, je veux dire, la promesse, moi, j'ai plutôt quand même l'impression qu'on a beaucoup déroulé le tapis rouge, on fait beaucoup de concessions. Et on fait beaucoup de concessions avant même d'avoir de vraies discussions où on se dit, OK, je vais te donner ça si j'ai ceci. Absolument. Là, on a fait des concessions avant même que... Non. Tu sais, qui étaient certainement pas nécessaires à faire. Tu sais, quand on disait la taxation sur les géants numériques. Là, tu parles du pont. Hey, c'est gênant, là. C'est humiliant pour le Canada, là. Je veux dire, on vient de changer complètement. On est vraiment les cons qui ont payé pour le pont. Puis maintenant, en plus, on donne une partie du péage de l'autre côté. Mais encore une fois, là, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens pas qui disait ça la semaine dernière. Tu sais, comme tu avais Doug Ford, par exemple, le premier ministre de l'Ontario, qui lui disait la semaine dernière, tambour battant, il faut y aller œil pour œil, dent pour dent. Ben, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très drôle qui disait, OK, parfait, œil pour œil, dent pour dent. Mais au Canada, là, rappelle-toi, on a 40 millions de dents. Aux États-Unis, ils en ont 350 millions de dents. Alors, on fait tout simplement pas le poids. Alors, c'est une chose pour M. Carney de s'être fait élire, cette promesse que, bon, il savait comment dealer avec Trump et tout ça. Mais la réalité, c'est que le Canada ne fait pas le poids. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, sur ce dont tu viens de mentionner, Karima, moi, je pense que éventuellement, la lune de miel va s'amenuiser là, pour Mark Carney. Ça va bien, elle dure depuis quand même un bon bout de temps, mais tôt ou tard, là, ça, puis on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec la rencontre des premiers ministres, où il y a certains premiers ministres qui commencent à poser des questions, pas à dire c'est pas bon ce que fait. Est-ce qu'on peut rien que revoir un peu notre approche? Oui, la stratégie, parce c'est que ça, l'approche est la même depuis 18 mois, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Je pense que c'était Einstein qui disait la preuve de la stupidité, c'est de faire constamment la même chose en pensant qu'on va avoir un résultat différent. Mais devinez quoi? Alors, à un certain moment donné, moi, je pense que les gens vont commencer à poser plus de questions. Puis M. Carney ne pourra pas tout simplement toujours dire « Trust me ». Tu sais, laissez ça avec moi, là, je vais vous régler le problème, n'inquiétez-vous pas, je sais comment ça marche. Mais tu penses qu'il lui reste combien de temps? Parce que honnêtement, moi, je ne le vois pas le jour où ça va commencer à s'amenuiser ou en tout cas à parler. Moi, je dirais, vous savez que M. Carney a annoncé 3 partiels hier pour la fin du mois d'août. 31 août, oui. Alors, moi, je dirais surveiller ces partiels-là parce que ça, il pourrait y avoir peut-être un début du commencement d'une protestation, d'une remise en question. Puis la raison pour laquelle il n'y a pas... Parce qu'il y en a 6 sièges là, à combler, là. Il y en a déclenché que 3. Moi, je pense qu'il veut prendre la température de l'eau pour voir, hey, écoute, ça vire mal, là. Puis bon, c'est des comtés plutôt sûrs pour les libéraux, là, on s'entend. Mais si jamais on voit que les chiffres commencent à baisser, en effet, on va devoir peut-être modifier notre stratégie pour non seulement pour les prochaines 3 partielles, mais de façon générale. Oui, c'est ça.
Parce qu'après, on peut être dans la stratégie de la prudence, on peut être dans la stratégie, effectivement, de Doug Ford qui essaye de dire de monter au créneau. Pas sûr que c'est la bonne approche, là. Pas mal certaine que c'est pas nécessairement la bonne approche, mais de faire des concessions avant même de s'asseoir pratiquement sur la table, c'est certainement pas la bonne approche. Quand on voit que ça n'a pas fonctionné, en fait. Non, c'est clair. C'est plus Puis les ça. Américains, c'est toujours la même stratégie. C'est toujours plus de tarifs, aucune concession et plus de demandes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, Donald Trump, il est pas fou non plus. Là. Il voit que ça fonctionne, là, lui. Il se dit, mon Dieu, j'ai seulement besoin de proférer une menace que peut-être que je n'amènerai même pas à exécution. Et puis, j'ai Carney en avant qui plie comme une chaise de parterre de chez Canadian Tire à 5$. Là. Fait, c'est certain que c'est... Parle-nous de ce qui s'est passé en Inde, parce qu'il y a eu des manifestations, puis on n'en a pas parlé à l'émission. Là, ça s'est terminé, mais c'était gros, là. Oui, bien, c'est terminé. Ça l'est, puis ça ne l'est pas, dans la mesure où ça, c'est... Puis peut-être que les auditeurs, là, les gens qui nous écoutent en ont peut-être un peu entendu parler. Là, ça dure depuis le mois de mai, cette affaire-là. Énorme manifestation étudiante. C'est un peu leur version des carrés rouges, là, pour faire une comparaison peut-être un peu boiteuse. Tout ça s'est soldé, tu l'as mentionné, Rémi, en fin de semaine, avec la démission du ministre de l'Éducation. Et tout ça a commencé au mois de mai. Pourquoi? Parce qu'un examen d'entrée pour rentrer en médecine en Inde, qui est excessivement difficile, excessivement concurrentiel, il y a peut-être 2 millions d'étudiants qui prennent cet examen-là. Il y en a 150 000 qui sont choisis. Bref, c'est avéré qu'après cet examen-là, à la fin mai, on a révélé qu'il y avait eu des fraudes où certaines des questions avaient circulé avant même l'examen. Alors, le gouvernement a décidé de reprendre l'examen et ça a mis le feu aux poudres avec plusieurs des étudiants. Et ça s'est conjugué en même temps avec un mouvement étudiant qui avait commencé à faire du bruit là-bas, mouvement des coquerelles qu'on les appelle. On dit coquerelles parce que c'est le juge en chef de la Cour suprême de l'Inde qui les a traités de coquerelles. Alors, eux ont saisi ça au bon. Et eux, il n'y a pas seulement la réforme éducative qu'ils veulent. Ils veulent également, le chômage. Comment se fait-il que... Puis là, on parle des moins de 30 ans. C'est à peu près la moitié de la population de l'Inde, ça. Les moins de 30 ans. Et eux disent, un instant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, on a un taux de chômage stratosphérique pour les moins de 30 ans. Puis l'économie indienne est une des économies qui carbure le plus au monde actuellement. Un taux de croissance de 5-6 %. Quatrième économie mondiale. Donc, les étudiants se demandent, ben mon Dieu, là, pourquoi ça ne fonctionne pas pour nous? Et là, ben ce qui se passe, c'est que le ministre a démissionné, certes, mais là, ils ont plus de demandes encore. Alors, moi, j'ai l'impression, comme je disais, là, c'est terminé. Peut-être pas. Moi, je garderai un œil là-dessus. Et c'est probablement une des premières manifestations qui remet en réalité en question le leadership de M. Modi également. Vous savez que le premier ministre indien, très, très puissant, qui mène avec une main de fer, essentiellement, c'est une démocratie, là, l'Inde, on s'entend, mais il y a un culte de la personnalité également autour de M. Modi, un peu comme avec M. Trump. D'ailleurs, M. Trump avait dit, moi, j'ai été beaucoup impressionné quand M. Modi est venu aux États-Unis, il est allé à Houston, au Texas, il a rempli un stade au complet, là. Oh, ouais. Alors, Alors, tout ça pour dire, donc, c'est pas terminé, cette affaire-là, il faut continuer à surveiller ça, mais c'est un développement qui est hyper intéressant dans la plus grande démocratie au monde. Après le printemps érable, comme on disait, l'été indien. Bon, ben voilà. Oh là 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 là. Hey, on s'arrête-tu là-dessus? Bye bye, Louis-Amand, à demain.